Alors bonjour les étudiants, je fais ici une petite vidéo plus courte de celle que j'avais réalisée hier donc plus accessible et moins lourde sur le serveur. Il s'agissait donc d'un exercice récapitulatif du mois de mai. Cet exercice était relativement simple parce qu'il y avait quelques écritures d'ouverture et il y avait quelques opérations de fin d'exercice, une détermination du résultat et une petite affectation du résultat. Donc, voyez-vous, c'était assez simple. Voici l'exercice que je vous avais proposé. Regardez, dans l'ouverture, il y avait un compte 2210 qui est le compte construction. Le 2219, de quoi s'agit-il? C'est la construction, amortissement acté. Alors, vous ne vous trompez pas. Je pourrais très bien l'examen vous dire, voilà, on a acheté cet immeuble en 2000, on ouvre les comptes en 2010. Ben, ça veut dire que vous avez amorti en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. C'est-à-dire que vous avez amorti 10 ans. 10 ans sur 30 ans, c'est-à-dire un tiers de 30 000, ça fait 10 000. Donc, je pourrais très bien l'examen ne pas vous donner le compte 2219, vous dire simplement quand on l'a acheté, quand on l'a acheté, c'est immobilisé, et quelle est la durée d'amortissement de cet immobilisé. Donc, il y a plusieurs manières de présenter les choses. Ici, je vous ai montré la façon la plus simple, somme toute parce que je donne le 2219. Attention, les amis, ce 2219 à ce site particulier, c'est bien un compte d'actifs, mais c'est un compte d'actifs qui fonctionne en négatif, c'est-à-dire qu'il est crédité. Alors, vous avez également un compte 340 qui est un compte stock marchandises de 5 000. Vous avez un 17 qui est un compte de dette à long terme. Le 42 est particulier. Le 42 est un compte de dette à long terme, mais échéant dans l'année. Échéant dans l'année. Donc, ça signifie bien évidemment qu'il s'agit d'un compte de dette à court terme. Regardez d'ailleurs, il commence par 4. Hein. Les comptes qui commencent par 4 sont soit des comptes de créances, soit des comptes de dette à court terme. Le 400 est un compte client, le 130 est une réserve légale, le 162 est une provision, il fallait déterminer le capital. Alors, je vous dis franchement, à l'examen, il y a de fortes chances qu'on vous demande de faire ça au livre journal. Donc, je le présente sous forme de journal. Et que ce que j'ai, donc le 2210 immeuble, et pour être plus précis, je vais mettre immeuble valeur d'acquisition, 30 000, et regardez le 2219, qui lui est de 10 000, nous l'avons vu tout à l'heure. Et je le répète, le 2219 est un compte d'actifs, mais qui fonctionne en négatif. Ensuite, j'ai disposé les comptes comme il se devait, c'est-à-dire les comptes d'actifs au débit, les comptes de passifs au crédit, et j'ai déterminé le capital qui est de 24 880. J'espère que vous aviez bien tout cela. Alors, vous n'oubliez pas une chose, c'est qu'au livre journal, on renseigne après chaque opération la pièce justificative. Ici, comme il s'agit d'une ouverture, ben, la seule mention que l'on peut faire après cette écriture, c'est ouverture. Alors, il était demandé de faire un tableau d'amortissement de l'immeuble. Alors, nous allons faire ce tableau d'amortissement de l'immeuble ensemble. On a acheté cet immeuble en 2000, on est bien d'accord. On amortissait en 30 ans, c'est-à-dire qu'en fait, on fait 2000 divisé par 30, c'est-à-dire qu'en fait, on amortit. Alors, attendez que je ne dise pas de bêtises, ce n'était pas 2000, qu'est-ce que je raconte comme bêtises? Cet immeuble valait 30 000 et je le divise par 30, voilà, c'est-à-dire que j'amortis 1000 par an. L'amortissement cumulé est de 1000 et la valeur réelle est donc de 29 000. En 2001, même chose, on amortit 1000, l'amortissement cumulé est de 2000, la valeur réelle est de 28 000. En 2002, même chose, 1000, l'amortissement cumulé cette fois-ci est de 3000
et donc la valeur résiduelle, la valeur réelle est de 27 000. Même chose pour toutes les années. Je vous invite à faire ce petit exercice de tableau d'amortissement et vous irez ainsi jusqu'en 2009, qui est la dernière année d'amortissement avant l'ouverture de nos comptes en 2010. Et donc, vous aurez bien, donc dans le 22-19, 10 000 en fait au total. Alors, allons-y pour les opérations, si vous le voulez bien. Achat marchandises, réception, facture 280, remise de 10% sur les marchandises. Attention, la remise ne porte que sur les marchandises. Ensuite, vous avez un transport de 45 € plus TVA et un emballage consigné de 40 €. Alors, il y a plusieurs choses à savoir ici. La première, c'est que la remise ne porte que sur les marchandises, c'est-à-dire uniquement sur les 280 €. Ensuite, vous allez avoir des transports de 45 €, mais c'est un achat. Vous savez que les frais accessoires sont cumulés au montant de l'achat. Donc, voyons un petit peu en quoi ça consiste, si vous le voulez bien. Donc, vous aviez 280 €, moins 10% de 280 €, plus 45 €, qui sont les frais de transport accessoires qui se cumulent à l'achat, c'est-à-dire 297. La TVA qui porte sur ce montant. Ensuite, vous allez avoir les emballages consignés. Attention, les emballages consignés à l'achat, c'est une créance. Pourquoi c'est une créance? Parce que quand vous allez rendre l'emballage, le vendeur devra vous restituer le montant de votre consigne à fournisseur ici en question. Deuxième opération, vente de marchandises à Louis, envoi de la facture 600 € plus TVA, escompte de 2%, 6 paiements dans les 8 jours. Alors, il s'agit ici d'un escompte conditionnel, attention. Le montant de la vente de marchandises est de 600 €. Alors, attention, on va faire donc 600 moins 2%, c'est-à-dire 588. 588 sur lesquels on a le droit de calculer la TVA. Je vais le faire ici en détail. Donc, moins 12, ça fait 588, les 12 représentant l'escompte, on est bien d'accord. Ensuite, je vais calculer la TVA sur ce montant et la TVA sur ce montant est de 123,48. 123,48 auquel j'additionne le montant en fait de la base commerciale que j'avais ici, c'est-à-dire 711,48. Mais attention, je devrais rajouter l'escompte. Alors, pourquoi est-ce que je dois rajouter l'escompte, monsieur? Ben, je dois rajouter l'escompte parce que cet escompte est conditionnel. Et donc, ça va bien vous faire une créance de 723,48. Je viens de faire le développement devant vous. Il n'est pas nécessaire de le faire sous cette forme-là, qui est plus complexe. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Alors, je passe à l'opération suivante. Envoi de facture à Michel pour vente marchandises, 300 €. Là, il n'y a rien de particulier. J'envoie cette facture à Michel pour vente marchandises de 300 €. Attendez, je me demande si je n'ai pas sauté quelques… Oui. Excusez-moi, j'ai sauté quelques opérations. Je dois d'abord reprendre l'opération numéro 3. Envoi d'une note de débit au client Muller pour intérêt de retard, 50 €. Si j'envoie une note de débit, c'est un peu comme si j'envoyais une facture. Hein. Et comme ce sont des intérêts de retard que je facture à mon client, ben ça va évidemment être un produit financier. Donc, 400 clients à produit financier. Alors, ensuite, je prélève 50 € plus TVA de marchandises dans le stock pour mes besoins personnels. Un prélèvement sur stock pour des besoins personnels, ben vous le savez, on le comptabilise un peu comme une vente. Hein, et donc, ça va être un 700 chiffre d'affaires 50 €, TVA sur vente 10,50 et la contrepartie qui sera un compte de créances diverses 41,60, ça c'est tout à fait juste. Par contre, ce qui n'est pas du tout juste, les amis, c'est que ce n'est pas une facture d'achat, c'est une facture de vente numéro 2. Facture de vente numéro 2, parce que je vends en fait à un particulier, même si c'est moi-même en fait.
Alors, l'opération numéro 5, de quoi s'agit-il? Cette fois-ci, j'en viens à ce que je disais tout à l'heure. Je vends des marchandises, envoie facture 60 € plus TVA à Albert, assujetti français. C'est donc une vente intracommunautaire. Attention, vous le savez, dans une vente intracommunautaire, on n'enregistre pas la TVA. Dans le libellé ici, ça sera la facture de vente numéro 3. Ne nous trompons pas. Ensuite, le 6 envoie facture à Michel pour vente marchandise 300 plus TVA. Alors, ici, il s'agit d'une vente tout à fait classique, 400 clients à 700 chiffre d'affaires et à TVA sur vente qui est un compte de 45,10. Voilà. Et nous avons ici, en fait, les bons comptes qui sont utilisés. L'opération numéro 7, avis de faillite de Michel. Attention, quand on vous dit un avis de faillite, il ne s'agit absolument pas d'une créance douteuse. Pourquoi? Parce que la faillite rend la créance perdue définitivement, dans la mesure où nous ne sommes pas un client privilégié. Dans ce cas-là, j'enregistre directement la perte totale. J'enregistre la perte totale de ma créance par un 642 moins-value sur créance commerciale, 41,14 TVA de régularisation à 400 clients. Alors, on pourrait se dire, oui, monsieur, mais l'avis de faillite peut nous faire espérer éventuellement récupérer quelque chose. Je répète, nous ne sommes pas un créancier privilégié. Nous considérons donc que le curateur nous informe que cet avis de faillite, en fait, fait que la créance est définitivement perdue. Et je vais d'ailleurs le rajouter dans l'énoncé, la créance est définitivement perdue. Et dans ce cas-là, ça justifie tout à fait mon 642. Si j'avais eu espoir éventuellement de récupérer quelque chose, eh bien dans ce cas-là, au moment où je reçois l'avis de faillite, j'aurais enregistré une créance douteuse et en fin d'année, j'aurais estimé récupérer éventuellement ou perdre plus exactement un pourcentage de cette créance et ça aurait été enregistré dans un 63-40, une dotation réduction de valeur sur créance commerciale. Je vous rappelle que dans cette hypothèse-là, en fin d'année, quand on enregistre la perte probable, le pourcentage de la perte probable sur une créance, on ne peut pas tenir compte de la TVA. Mais ici, voilà, le curateur nous a informé que c'était définitivement perdu. Donc, ça sera un 642. Donc, vous voyez bien la différence entre ce 63,40 et ce 642. Le 63,40, c'est nous sommes dans une opération de fin d'exercice. Le client a été déclaré douteux pendant l'année. On doit estimer un pourcentage de perte probable de la créance. Ici, dans un 642, je le répète, on estime que, en fait, on nous a informé, plus exactement, le curateur nous a informé que la créance était définitivement perdue. Alors, je vais dans l'opération numéro 8. Louis paye avant les 8 jours en banque. Ah ben, le fameux Louis, vous vous souvenez, on lui avait accordé un escompte conditionnel. Je vais essayer de vous rendre ça un peu plus clair. Voilà. Vous vous souvenez de ce fameux escompte de 12 là en question? Et on avait d'ailleurs une créance de 723,48. Regardez, je supprime cette créance. Pourquoi? Parce que le client me paye. Le client me paye, c'est parfait. Mais il ne me paye pas 723,48, il me paye 711,48 parce que je lui accorde l'escompte, étant donné qu'il nous a payé avant les 8 jours qui avaient été émis par la condition de l'escompte. Donc, j'ai mis dans un 65 le fameux escompte accordé. Alors voilà, les opérations pendant l'année ont été enregistrées. Passons aux opérations de fin d'exercice. Pour l'amortissement, eh bien, vous le saviez, les amis, parce qu'on a commencé le tableau d'amortissement ensemble. 1 000 € pour l'amortissement 63,02 à 22,19. La variation de stock. Ah, eh bien, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit que le stock final de marchandises était de 10 000 et le stock initial était de 5 000. Ça veut dire que le stock a augmenté de 5 000 et donc la charge est négative de 5 000. Attention,
ceci est valable, ce fameux 609, pour tout ce qui concerne les variations de marchandises, de matières premières, de matières consommables et de fournitures. S'il s'agissait, si à l'examen on vous demande une variation de stock d'un produit fini ou d'un encours ou d'un produit semi-fini, dans ce cas-là, ce ne serait pas un compte 609, ça sera un compte 713, vous ne l'oubliez pas. Ensuite, nous avons une petite provision. Je vois ici une provision pour risque et charge de 20 €. Voilà cette provision. J'ai établi sur base de toutes mes opérations mon compte de résultat sur base de toutes les charges que j'ai mouvementées. Souvenez-vous, j'avais un 604 pour 297 €. On voit bien le 604 pour 297 € ici. Il n'y a aucun compte 604 qui a été mouvementé par après. J'ai un compte 6302, souvenez-vous, c'est l'amortissement des 1000 €. Attention, la variation de stock est négative, donc la charge est négative. Le 6360 est la provision. Le 642 est la moins-value sur la créance commerciale. Le 6570, souvenez-vous, on avait un 6570 qui était l'escompte que j'avais accordé et qui était de 12 €. Dans le chiffre d'affaires, dans le 700, j'ai 1010 €. On va s'en assurer. Regardez, un 700 ici, j'ai 600. J'ai un autre compte 700 pour 50, ça fait 650. Ici, j'ai 710. Et ici, j'ai encore une fois 300. Donc, ça fait bien 1010, c'est tout à fait correct. Et en 758, souvenez-vous, c'était l'envoi de ma note de débit pour intérêt de retard. 50 €, c'est tout à fait correct. Ce qui fait que le total de mes produits est bien de 1060 et le total de mes charges est de moins 3371. Alors, c'est une situation un peu particulière ici parce que j'ai un total de charges négatives parce que j'avais une variation de stock négative assez importante. Donc, vous avez compris qu'en fait, en réalité, une charge négative va s'additionner en fait au produit. J'aurai donc un bénéfice de 4 431 €. Attention, on avait dit que sur base du bénéfice de l'exercice, on accordait 5% à la réserve légale. Ça fait 5% de 4 431, ça fait 221,55. Et le reste, c'est-à-dire ce qui reste à affecter, va être divisé en 50% pour les actionnaires, c'est-à-dire des dividendes. On appelle ça aussi rémunération du capital. Et 50% va être reporté. Et ceci a été matérialisé ici par l'écriture qui est tout à fait correcte. Alors, pour vous offrir une petite cerise sur le gâteau, comme je l'avais fait précédemment, je vais aller chercher en fait un schéma complet d'une société à capital, un schéma complet d'une société à capital. Alors, je dis que c'est une société anonyme parce qu'on peut très bien imaginer que nous n'ayons pas eu au départ une société anonyme et que c'était une société à responsabilité limitée. Dans ce cas-là, on ne parle plus de capital, on parle d'un apport et il n'y a pas de réserve légale, je vous l'ai déjà dit. Alors, pourquoi est-ce que je prends ce schéma? Eh bien, tout simplement parce que je vais remplir avec vous le tableau d'affectation et résultats comme je l'avais fait précédemment. Alors, qu'est-ce que j'avais comme bénéfice de l'exercice? 4 431, bénéfice de l'exercice affecté, 4 431, et donc bénéfice à affecter, 4 431, je ne me trompe pas. Si j'avais eu un report, c'est-à-dire un résultat antérieur, je l'aurais mis ici, il aurait affecté évidemment le bénéfice de l'exercice, il l'aurait évidemment influencé pour donner un bénéfice ou une perte à affecter, évidemment, qui aurait été directement la conséquence de l'addition de ces deux-ci. C'est bien clair, je l'espère. Alors, à la réserve légale, combien est-ce que j'ai donné? 221,55. Je mets 221,55 à la réserve légale. Attention, je n'oublie pas de mettre 221,55 également en titre parce que sinon, ce serait faux. J'ai 2104,73 en rémunération de l'apport, 2104,73, voilà, en rémunération de l'apport ou du capital. Dans ce cas-là, je ne dois pas oublier aussi 2104,73 ici, et j'ai un report de 2104,73 ici, et c'est tout à fait
correct. Pourquoi? Parce que si je fais 4431 moins 221,55 moins 2104,73 et moins 2104,73, j'arriverai forcément à 0. Alors attention, ne vous trompez pas. Hein. Ici, ces 2104,73 ne sont qu'une subdivision du total. Hein. Donc on ne le compte qu'une seule fois, pas deux. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a un retrait pour montrer que l'ensemble de ces retraits forme un tout que vous avez ici dans le bénéfice à distribuer. Voilà, ceci est une correction qui est plus rapide et donc qui sera moins lourde. Je vais arrêter l'enregistrement et je vous dis à très bientôt les étudiants.